parler de la Chambre de mines, je voudrais parler en deux lignes de la Fédération d'entreprises des entreprises du Congo. Parce qu'on ne sait pas parler de la Chambre de mines de la FEC sans parler de la FEC elle-même. La Fédération des entreprises du Congo, comme vous l'entendez, c'est une fédération, ou mieux une association de chefs d'entreprise. Elle regroupe des entreprises de toute taille et tout secteur confondu, mais qui exercent dans la légalité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on compte plus ou moins 3000 membres sur l'ensemble du territoire national. Et la Fédération des entreprises du Congo est organisée en des organes. Et parmi ces organes, il y a le regroupement par corps professionnel que nous appelons Commission nationale. Et la Chambre des mines en est une. Elle s'appelait jusque 2011 Commission nationale des mines. Mais pour se conformer à l'appellation dans d'autres pays, surtout de l'Afrique australe, et vous comprendrez pourquoi, elle a pris l'appellation de Chambre de mines. Elle regroupe ou elle compte une soixantaine de membres, mais pas seulement de l'industrie minière, mais tous ceux qui travaillent dans les secteurs miniers, c'est-à-dire les sous-traitants, peuvent aussi devenir membres. Le problème est que la filiation à la Chambre de mines n'est pas obligatoire. Mais le travail qu'abat M. Watou, le président, malheureusement pour nous, profite à tous les miniers, membres ou pas membres. Et c'est là un peu la difficulté que nous avons. Nous avons saisi l'autorité gouvernementale plusieurs fois pour rendre coercitive un décret qui existe depuis 2008, je pense, 2008, qui demande à toute entreprise d'être dans une association de son choix, mais ce n'est pas encore le cas. Et la Chambre de mines, donc, disais-je, regroupe les sociétés minières et les sociétés qui travaillent avec les miniers. Et je disais qu'aujourd'hui, nous avons une soixantaine d'opérateurs économiques dans ces secteurs. Et pourquoi nous avons pris l'appellation Chambre des mines? C'est pour nous conformer à ce qui se dit, l'appellation de partout dans le monde, et surtout de l'Afrique australe, parce que nous cherchions à devenir membres de l'association des chambres des mines de l'Afrique australe qu'on appelle MIASA. Et nous avons quelques valeurs que nous défendons. Il y en a 5. Nous avons la responsabilité comme valeur. Nous avons la sécurité, parce qu'il y a un dépliant qui vous décrit un peu tous ces éléments, qui est posé sur les sièges. La sécurité, parce que l'activité minière est une activité qui se fait dans une certaine dangerosité. Et nous encourageons nos membres à veiller à la sécurité de ceux qui travaillent. Il y a dans certaines entreprises, même pour parquer un véhicule, dans un parking civil, leur siège, il y a des normes. Et c'est ça que nous demandons, nous encourageons nos membres à veiller à ça. On ne sait pas entrer dans une mine sans une certaine tenue. C'est ce que nous demandons à tous nos membres de faire. Nous avons aussi la transparence. Je vois le cordeau KMB me regarder. Nous encourageons nos membres à évoluer dans la transparence. Et plus encore, à publier tout ce qui doit l'être. Et pour l'instant, ma bataille, c'est encourager les membres à publier sur ce qu'on appelle la propriété réelle des entreprises. C'est une norme de l'ITIE et nous avons adhéré à cette initiative. Nous devons nous conformer. Nous avons aussi comme valeur l'équité. Et là, nous voulons évoluer sans corruption, donc nous éloigner de tout ce qui est corruption. Et c'est ainsi que la Chambre de mines a pris aussi la charte de la Fédération des entreprises du Congo en son sein, qui lutte contre la corruption. La Chambre des mines est dirigée par un bureau. Aujourd'hui, c'est Watoum qui en est le président.
Il est secondé par 4 vice-présidents, un par filière. Nous avons 4 filières en notre sein. La filière cobalt et cuivre, la filière diamant, la filière or et la filière 3T. Et pour chaque filière, donc, on a un vice-président. Et en dessous de ce vice-président, nous avons des commissions au sein desquelles se développent certaines activités qui concernent la vie de la Chambre. Nous avons la commission, je ne citerai pas tout évidemment, nous avons la commission finance, nous avons la commission douane et fiscalité qui se bat pour les questions douanières. Nous avons la commission local content, parce que la Chambre veut qu'après les mines, il y ait une histoire et donc un certain contenu local qui permet à l'économie de se développer. Nous avons la commission RSE qui s'est battue bec et ongle pour qu'on arrive à l'activité qui a eu lieu hier, la signature de l'arrêté portant manuel de procédure sur la gestion de ce que les entreprises apportent comme contribution pour le développement des communautés environnantes. Ils contribuent pour 0,3% de leur chiffre d'affaires au développement des communautés locales. Et depuis 2018, quand le code a été promulgué, c'est seulement hier que l'arrêté qui montrait comment ce fonds devrait être géré a été signé par le ministre de Mines et son collègue des Affaires sociales. Nous avons également la commission statistique. Tout à l'heure, ça sera l'essentiel de l'intervention du président qui rassemble toutes les données statistiques pour les publier. Et depuis lors, c'était sur format papier. On n'a jamais organisé, Willy Kayenga l'a dit tout à l'heure, on n'a jamais organisé une activité comme celle-ci qui permet à la Chambre des mines de communiquer les chiffres. Il y a d'autres commissions que je ne sais plus citer ici, mais la Chambre des mines donc, a comme souci de défendre les opérateurs économiques parce que dans cet environnement des affaires qui est assez contraignant, il y a beaucoup trop de préoccupations que les entreprises rencontrent et la Chambre des mines est là pour défendre les intérêts de ses membres. Et la Chambre des mines encourage aussi ses membres à entretenir un dialogue permanent en leur sein pour le social de leur personnel. Voilà un peu en quelques mots ce que je pouvais dire au sujet de la Chambre des mines. Je vous remercie. Vous avez eu la présentation de la Chambre par le secrétaire général, mais dans la nomenclature, il a omis de citer la coordination qui est une nouvelle réforme introduite il y a peu. Et ce n'est pas par hasard que vous avez eu, vous avez droit, nous avons droit à cette conférence, justement. Ça fait partie du rôle que je suis appelé à jouer désormais dans la Chambre, c'est-à-dire coordonner l'administration et aussi la communication. Il était très très important que nous puissions commencer cette activité aujourd'hui qui est la première. Mais soyez-en sûrs, chaque année, la Chambre de mines vous servira presque à peu près 4 conférences de presse, donc ça sera trimestriel, où nous allons prendre en tout cas la responsabilité de vous donner toutes les informations nécessaires liées à ce que la Chambre de mines fait, à ce que la Chambre de mines apporte dans la vie nationale de notre pays. Je ne serai pas longue parce que le président Watoum, qui est la star d'aujourd'hui, va vous donner, comment je peux dire, le repas de Noël d'aujourd'hui. Monsieur le Président, vous avez la parole. Voilà les gens développeurs dont nous avons besoin. Et vous savez qu'il y a des villes aujourd'hui dans la province orientale, anciennement
province orientale, qui sont nés de cette entreprise qu'il a dirigée. Aujourd'hui, nous pensons qu'après son passage ici, il y aura des villes qui vont naître dans notre conscience et nous allons avoir la certitude que la Chambre des mines est un acteur important de notre structure économique. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, cher Willy. Je suis toujours très mal à l'aise lorsqu'on parle de moi. Il y a un vieux dicton malien qui dit « le miel ne se dit pas doux ». C'est-à-dire, je ne sais pas parler de moi-même, il faut que quelqu'un le fasse. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, comme on dit, tout protocole respecté, je vous salue. Moi, c'est Louis Watou. Je vous remercie d'être venu. Je sais que nous tendons vers la fin de l'année. Les agendas de tout le monde sont très chargés, très sollicités. Vous avez pris le temps de venir répondre à notre invitation, nous écouter. Et nous vous remercions sincèrement pour cela. Nous n'avons pas abusé de votre temps, nous allons aller droit au but. Je vais essayer d'avoir une présentation la plus courte possible, si je peux, peut-être 20 minutes, 15-20 minutes. C'est justement pour permettre la suite, vous permettre aussi de poser des questions. Je crois que vous n'êtes pas venu simplement m'écouter, mais vous avez la soif aussi de poser des questions. Donc c'est pour vous permettre de le faire. J'ai tenu à voir cette séance pour vous, dans un premier temps, vous dire ce que la Chambre, en quoi la Chambre contribue à l'économie de notre pays. Nous sommes toujours les éternels incompris, les enfants méchants, comme on dit. Et on traite de tous les noms finalement. Mais on a tous été à l'école, hein, vous savez. Dans une classe, il y a les bons, il y a les moins bons, il y a les mauvais aussi. Et on doit faire la part des choses. La chambre de mines que je dirige, c'est une chambre de mines avec des entreprises citoyennes. Et nous ne serons jamais un syndicat du crime. Nous sommes là pour respecter les lois et pour apporter notre contribution. Et c'est de ça que je vais parler maintenant. J'aimerais dire une chose. Lorsque vous regardez l'embellie des cours des métaux aujourd'hui, depuis 2017-2018, ça a commencé à monter. Et ça semble bien se maintenir. Espérons que ça va continuer comme ça. On ne sait pas avec certitude dire à quoi ça va ressembler l'année prochaine. Il y a plusieurs tendances. Il y a des gens qui disent peut-être que les cours vont baisser un tout petit peu, parce qu'il y a quand même pas mal de mines qui vont venir en production l'année prochaine. Il y a la deuxième phase de Kamoa, par exemple, qui va se faire, mais il y a aussi la mine de Cuelaveco, Pérou, de Brata Blanca, Chili, et puis Udokan en Russie. Toutes ces mines vont venir en production dans le dernier trimestre de l'année prochaine. Ça fera qu'il n'y aura pas réellement de déficit en cuivre et le prix risque de baisser un tout petit peu. Mais moi, personnellement, je suis un fondamentaliste du cuivre. Je dis que l'humanité a besoin du cuivre. Il en sera ainsi encore pour très longtemps. Et la demande ne va jamais satisfaire, disons, l'offre ne va jamais satisfaire la demande. Ça fait qu'il y aura toujours un déficit. On peut passer au suivant, au slide suivant. La première chose que je voulais vous montrer, c'est une vue d'ensemble des revenus générés par l'industrie minière, par le secteur minier. Lorsqu'on prend les années 2018, 2019 et le premier trimestre 2020, mesdames, messieurs, nous sommes à près de 6 milliards de dollars qui ont été générés par le secteur minier. On ne parle pas beaucoup de ces chiffres, mais ce sont des chiffres vrais. Et croyez-moi, 6 milliards de dollars, ce n'est pas donné, ce n'est pas peu d'argent. Combien de kilomètres de route on peut asphalter? Combien d'écoles on peut construire? Combien d'universités on peut construire avec 6 milliards de dollars? Et là, j'englobe en fait tout ce qu'il y a comme génération de recettes. Hein, donc, je n'ai pas voulu aller dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le suivant. Et lorsqu'on regarde particulièrement la redevance minière, parce que ça touche directement aux entités territoriales décentralisées, aux provinces, etc., vous verrez que lorsqu'on regarde les 3 dernières années, nous sommes à 1,6 milliard de dollars. Je dis bien 1,6 milliard de dollars qui sont allés en termes de redevances minières. Ça, ce sont des chiffres qui sont constatés et liquidés, et donc ce sont des chiffres confirmés. Litier est ici présent. Je tiens à saluer la présence du coordinateur. Merci d'être venu. La Chambre de mines tient à travailler en étroite collaboration avec Litier, parce que je crois que nous sommes tous tenus au devoir de transparence. Chacun doit dire ce qu'il fait, chacun doit déclarer ce qu'il a déclaré, et que nous soyons tous responsables et redevables vis-à-vis de nos missions respectives. Le suivant. Lorsqu'on fait l'éclatement par province, bien entendu, vous allez voir l'interland minier du Haut-Katanga et du Lualaba compte pour pratiquement 91%
de ces redevances minières. C'est 1,4 milliard de dollars sur les 1,6 milliards de dollars. Et les autres provinces viennent bien sûr en des proportions beaucoup moindres. Il serait bon que finalement, dans ce genre de débat, que nous ayons aussi de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent, que nous puissions tous savoir. Parce que les quelques éléments que j'ai eus, et on n'a pas le temps, encore une fois, d'aller dans tout cela aujourd'hui, vous allez voir, il y a un delta entre ce qui a été donné et ce qui a été réellement dépensé. Maintenant, on peut aller dans tous les sens. On peut parler de faiblesse d'administration minière, on peut parler de fraude, on peut parler de corruption, on peut dire beaucoup de choses. Mais je crois que quelque part, on doit tous travailler. Quand je dis tous, c'est nous tous. C'est vous la presse, la société civile, nous les opérateurs miniers, le gouvernement, pour que justement nous parlions le même langage des chiffres. Parce que croyez-moi, 1,6 milliard de dollars, ce n'est pas peu d'argent, ce n'est pas donné. Nous voyons déjà des signes de dérapage où certains chefs coutumiers qui, à peine une année, circulaient en moto, ont maintenant 6 véhicules Jeep parqués dans leur parcelle. Nous voyons ces choses-là. Et ça, c'est une dérive, parce qu'au départ, la logique devait être bien simple. Tout projet minier a une durée de vie déterminée. Si cette durée de vie est de 20 ans, la vraie question, c'est savoir après 20 ans, qu'est-ce qu'on veut voir ici? Est-ce qu'on veut voir un trou béant, ou on veut voir des universités, on veut voir des infrastructures développées? Et cette vision-là, c'est cette vision-là à laquelle tous doivent adhérer et commencer à jeter les jalons aujourd'hui pour aller vers cette vision-là. Et c'est ce qu'on ne semble pas voir, et donc je crois que ça doit nous interpeller tous. Le suivant. Mais on ne produit pas seulement, on ne génère pas seulement des revenus, on crée aussi des emplois. Sur ce diaporama, vous voyez environ 160 000 emplois créés, mais qu'on ne sous-estime pas ces chiffres. Parce que comme vous le savez, il y a toujours un facteur multiplicateur derrière chaque agent qui travaille, pas seulement dans les mines d'ailleurs, mais dans nos sociétés ici, il y a toujours plusieurs personnes qui dépendent d'une personne qui travaille. Dans les mines, et surtout dans les mines qui sont en milieu rural, en milieu reculé, et surtout quand vous allez à l'Est, par exemple, dans les contextes post-conflit, comme on dit, ce facteur multiplicateur peut aller jusqu'à 25. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas que vos enfants, mais il y a aussi les orphelins du défunt frère ou de la défunte sœur. Il y a les parents qui sont devenus indigents. Il y a la boulangère du coin qui vend son pain à crédit parce que vous êtes solvable. Il y a le pharmacien qui fait de même avec ses médicaments parce que vous allez payer à la fin du mois. Lorsque vous mettez tout ça, le facteur multiplicateur est très élevé. Des gens qui dépendent de ces 160 000. Et encore, ça, ce sont les emplois directs. Il y a bien sûr les emplois indirects. Il y a tout l'artisanat minier. Là, on parle déjà dans les 2-3 millions. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que l'industrie minière produit énormément d'emplois dans notre pays. Il y a maintenant tous ces paiements infranationaux, le cahier de charges, la redevance minière, la dotation des 0,3% qu'on a salué hier au travers de la signature de l'arrêté interministériel. Nous disons bravo. Ce sont des sous qui vont aller dans les escarcelles de toutes ces entités territoriales décentralisées. Nous voulons voir un changement. Le changement, il est déjà perceptible en fait, mais nous devons aller faire mieux. Et ici, au-delà de tout ce que j'ai mis sur ce diaporama-là, je crois que nous, les miniers, nous sommes finalement nos propres ennemis, parce que nous ne communiquons pas assez sur les grandes choses que nous entreprenons du point de vue RSE. Je ne sais pas, dans cette salle, si vous savez par exemple que l'université de Lubumbashi, après avoir reçu un financement de la Banque africaine de développement, a équipé ses laboratoires avec du matériel dernier cri. Du matériel qui n'a rien envie avec ce que j'ai vu aux États-Unis, au Canada, en Australie ou ailleurs dans le monde. Mais il leur manquait une chose, la certification, pour que ce soit un laboratoire de standard international. Je ne sais pas combien savent dans cette salle que c'est une compagnie minière qui a payé pour cette certification. Et je vais les citer nommément ici, il s'agit de MMG. Peu de gens le savent, on ne communique pas. Et combien de gens savent, par exemple, que Kamoa Copper, ici je ne suis pas venu prêcher pour ma chapelle, mais je prends des exemples au hasard. Combien de gens savent que Kamoa aujourd'hui est engagé à moderniser l'université de Kolwezi pour en faire une université de classe mondiale qui n'aura rien envie avec ce qu'on a vu à Boston, à Miami, à Tampa ou ailleurs. Et ce plan est en cours au moment où je suis en train de vous dire. J'ai vu le programme, j'ai vu le budget, il est en exécution. Sur quelques années, ça va se faire. Il y a plusieurs exemples comme ça dans le secteur minier. On n'en parle pas assez, ce qui est bien dommage. Nous avons organisé la Chambre des mines et Madame Bernadette, je vous remercie pour cela, un dîner
avec le club des sous-traitants à Kolwezi, dont vous êtes marraine, une fois. Je voulais toucher quand même un petit mot sur la production aussi, les tendances en production. 2021 qui est en train de se terminer, c'est une année où, encore une fois, l'industrie minière a montré beaucoup de résilience, exactement comme l'année d'avant, l'année dernière, qui, malgré la Covid, nous a vu monter encore en gamme en termes de production, en termes de tonnage. Les tendances à ce jour que j'ai vues pour le cobalt et pour l'or se maintiennent au même niveau que l'année passée. Je n'ai pas encore eu les chiffres pour les 3T et pour le diamant, mais je les aurai pour la prochaine séance et nous communiquerons également ces tendances-là. Le déficit énergétique, vous pouvez voir l'Afrique, quand c'est vu d'en haut, c'est un continent noir. Noir, pas parce qu'on est noir simplement de peau, mais noir parce qu'il n'y a pas d'éclairage, vous pouvez le voir. Et là où nous avons des gros efforts à faire, quand vous regardez le rapport Fraser de l'année dernière, sur 77 juridictions minières qui ont été regardées dans le monde, en fait, ce que ce rapport fait, il va vers les décideurs, vers ceux qui viennent pour investir, ceux qui se promènent dans le monde avec des fonds d'investissement pour aller faire de l'exploration, acheter des mines, etc. Et on leur pose la question, vous irez où? Dans quel pays du monde vous irez? Sur les 77 pays qui leur ont mis. Regardez vous-même le classement de la RDC, à cause de toutes ces faiblesses. Le système légal, on est classé 73e sur 77. Nous sommes vraiment dans le peloton de queue, en dépit de la dotation minérale exceptionnelle que nous avons. Le régime fiscal, qualité des infrastructures, stabilité politique, c'est quand chacun joue sa partition, quand chacun comprend ce qu'il doit faire, qu'on se met dans un milieu plus serein, on peut discuter. Et c'est aussi un peu l'objectif de ce genre de séance où je souhaite vraiment l'implication de la société civile, des membres du gouvernement, etc., pour qu'on puisse parler ensemble. On n'est pas des antagonistes, on n'est pas des ennemis, au contraire, nous sommes des partenaires dans cette tripartite, pour qu'ensemble nous puissions finalement assainir notre secteur minier et créer les richesses qui sont tant attendues par nos populations. Voilà, je vous remercie. Je voudrais juste un peu circonscrire quelques aspects que les gens ont tendance à éluder. La vision du président de la République insiste beaucoup sur la création des grands capitaines d'industrie congolais. Et malheureusement, de ce côté-là aussi, il y a un très grand retard. On est le pays minier par excellence, par référence au niveau de l'Afrique. Mais la frustration que nous partageons toujours avec nos pairs de la Chambre des mines, on ne peut pas comprendre qu'un pays comme l'Afrique du Sud, qui a commencé pratiquement une industrie minière juste après l'apartheid, connaît des gens comme des Philippe Motsepe, connaît des Marc Bristow, que nous ayons Ivan Glasenberg, que nous ayons Cyril Ramaphosa, et que chez nous, on n'en est pas. C'est un échec ailleurs. On a aussi John Cannon, donc voilà. Maintenant, il y a un autre aspect qui est très important aussi sur lequel il insiste énormément. Les transferts de compétences. Moi, je travaille avec lui sur d'autres projets structurants, par exemple dans la province du Kassai. Il insiste énormément pour qu'il y ait des transferts de compétences, pour qu'on ait des gens compétents. Et là, on revient à la question qui avait été soulevée aussi par le président Watoum par rapport à la formation. L'impact du contenu local, il est revenu là-dessus aussi. La responsabilité sociétale. C'est pour ça que je pense aussi que nous avons péché aussi par ne pas communiquer. C'est l'exercice que nous avons avec vous aujourd'hui. Si vous n'aviez pas ces chiffres-là, vous seriez pratiquement dans une idée qu'il n'y a rien qui se passe, quoi. Et on va se livrer à cet exercice rapidement. Mais je voudrais maintenant me retourner à mon ami Jean-Jacques ici pour dire, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec l'ITIE quand notre pays n'était pas encore conforme. L'un des aspects de l'ITIE, c'est nous dire aussi l'argent que nous générons, tous ces milliards qui ont été cités. Mais comment ces revenus-là sont affectés? C'est ça qu'il faut faire aussi. C'est cet exercice-là. Les principes de l'ITIE et que nous publions ce que nous payons. L'État publie aussi ce qu'il a perçu des entreprises minières. Mais il y a un autre volet dont on ne parle pas souvent, c'est l'affectation de ces revenus-là. C'est cet exercice-là qu'il faut aussi qu'on sache exactement. Et c'est ça les devoirs même de redevabilité, de rendre compte. La crise, c'est une. Donc, les entreprises participent de manière active dans le processus de transparence et de bonne gouvernance. Sur la question de la communication, nous sommes sur un point où nous sommes en train de construire un nouveau système sur le modèle de la norme 2019, où les informations doivent commencer à être publiées de manière systématique. Donc, on va résoudre cette question de la publication ou de la communication.
il faudra que les entreprises et les administrations puissent intégrer à leur sein une publication systématique de toutes les informations sur les paiements effectués dans les administrations et sur les statistiques de production. Nous, en tant que chambre, 4, je crois, communiquer trimestriellement suffirait parce que trop communiquer peut tuer la communication. Voilà. L'objectif, c'était communiquer, c'était dialoguer, parce que nous sommes dans une tripartite entre le gouvernement, nous les opérateurs miniers et la société civile. Mais il est important que nous puissions communiquer, que notamment vous de la presse et toutes les autres parties prenantes puissent comprendre en quoi l'industrie minière est utile à notre économie, en quoi nous contribuons et à quelle hauteur nous contribuons. Mais il est également important que les fonds qui ont été consentis puissent aussi être clairement être destinés à ceux qui sont censés faire et qu'on puisse faire rapport. C'est pour cela que vous avez vu la présence du coordonnateur de l'ITIE aussi ici. Parce que nous sommes astreints au devoir de transparence. Qu'est-ce que nous faisons et comment on peut faire mieux? Parce que la deuxième partie, c'était le dialogue. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes ouverts aux suggestions. Nous souhaitons entendre de vous aussi comment on peut mieux faire les choses, comment on peut mettre nos intelligences ensemble pour que finalement les richesses qui sont créées par l'industrie minière le soient de manière plus efficiente et que les partages se fassent de manière plus équitable de ce gâteau-là qui est créé entre toutes les parties prenantes. Oui, c'est vraiment les sujets qui fâchent. J'aimerais avant tout dire une chose. Tout ce qui doit être payé en termes de taxes, en termes d'impôts, etc., doit être payé et sera payé. Le débat n'est pas là-bas. Nous avons un code minier. Beaucoup de salive et d'encre ont coulé autour de ce code minier. Maintenant, c'est l'eau qui a coulé sur le pont. Le code minier, il est là, nous devons le respecter, nous devons nous conformer à cela. Mais alors que nous ne nous ajoutent pas d'autres taxes qui sortent encore une fois de ce code minier-là. Je vous ai fait l'illustration de 7 ou 8 taxes qui n'ont absolument rien à voir avec le code minier. C'est de l'illégalité. Et c'est là que le bas blesse. Parce que nous avons maintenant nos équipes, surtout des départements financiers de la plupart de nos compagnies minières qui sont à l'intérieur du pays, qui aujourd'hui vivent entre deux avions, qui viennent tout le temps à Kinshasa pour pouvoir argumenter des choses qu'on ne devait même pas argumenter au départ. Mais au-delà de ça, il y a du travail à faire sur terrain. Ces départements financiers ont des états financiers de fin de mois qu'il faut faire, de fin d'année qu'il faut faire. Il y a maintenant une quinzaine d'audits qui leur tombent dessus de partout. Ça rend le climat malsain. Il est très difficile de travailler dans ces conditions-là et c'est ce que nous déplorons. Le gouvernement doit protéger ces investisseurs-là. Le gouvernement doit être à leur écoute et veiller à ce qu'on puisse leur faciliter la tâche pour qu'ils fassent davantage des affaires. Parce que madame, quand je fais plus des affaires et je fais plus de profit, mais ce profit, on le partage avec le gouvernement aussi, avec l'État, parce que l'État est partie prenante dans ce que nous faisons. Donc c'est à leur intérêt de le faire ainsi. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur la sous-traitance. Ce qui revient souvent, c'est qu'on entend dire que les entreprises minières ne respectent pas beaucoup la loi sur la sous-traitance qui exige que cette activité-là ne soit confinée qu'aux Congolais d'origine. Mais bon, c'est vrai que on n'en est pas là à 100% au niveau des entreprises minières. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui continuent à donner ce travail, c'est-à-dire que les affaires qui reviennent selon la loi aux Congolais, mais on trouve les Sud-Africains dedans, etc. Mais il y a quand même aussi une part de vérité qui fait qu'il y a des Congolais vraiment qui travaillent effectivement avec les entreprises minières. Nous avons encouragé les Congolais qui travaillent dans la sous-traitance de pouvoir se mettre ensemble, de créer un club. En fait, c'était mon initiative. On les a poussés à créer un club pour que nous puissions cristalliser avec eux, cristalliser les réels problèmes. Ils existent, c'est vrai, ils ne sont pas nombreux. C'est un problème, mais ils existent. Bon, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme marché ? Ça restait virtuel, mais aujourd'hui, nous savons qu'ils reçoivent quand même des marchés. Vous avez entendu le président le dire, sur les 40 ou 50 entreprises qui tournent au niveau de Kolwezi, ils tournent à peu près sur 200 millions de dollars. Donc, ma préoccupation, au fait,
d'essayer de rétablir la vérité sur les problèmes qui sont liés à la sous-traitance. Ça veut dire que si cette loi est respectée à 1%, ça ne veut pas dire que c'est 0%. Mais aussi, beaucoup de Congolais ne viennent pas travailler dans la sous-traitance. Nous avons aussi comme objectif de les appeler à venir parce que c'est un marché c'est un milieu qui est ouvert et c'est possible de travailler dans la sous-traitance pour s'enrichir, pour que nous puissions créer nos propres champions.